Mon challenge ce matin, ça va être de faire en sorte de vous captiver et que vous ne vous endormiez pas. Donc, je suis Estelle, je suis professionnelle de santé et je suis aussi coordinatrice de maison de santé. Et je suis passionnée par la communication et plus que passionnée, je dirais que je suis convaincue qu'on a un enjeu majeur, un enjeu stratégique à s'intéresser à la communication en maison de santé. Et si je suis là devant vous ce matin, c'est que mon parcours à la fois personnel et professionnel m'a amené à m'intéresser à cette question de la communication. D'un point de vue personnel, je vais vous faire un aveu, je suis timide, extrêmement timide. Et pour tout vous dire, il y a 12 ans, je n'arrivais pas à parler devant 10 personnes. Et donc, pour vaincre cette timidité, j'ai eu un parcours de formation en lien avec la communication. Et j'ai fait des formations sur la communication non violente, des formations d'hypnose, des formations d'auto-hypnose. Et j'ai même fait une semaine entière de théâtre d'improvisation à Paris. Et là, depuis le mois de septembre, j'ai même repris les cours d'impro le mercredi soir. Et d'un point de vue professionnel, j'ai vécu plusieurs aventures. Et d'abord, une aventure syndicale, un engagement dans ma profession au niveau national. Et c'est là où j'ai commencé à me questionner sur comment communiquer efficacement. Et depuis plusieurs années, je suis engagée au niveau du conseil d'administration de notre fédération régionale qui accompagne les maisons de santé en Pays de la Loire, la PMSL, que vous connaissez tous. Et très rapidement, je me suis questionnée, je me suis interrogée, j'ai compris qu'on avait vraiment un enjeu au niveau de notre organisation en région à communiquer vers vous, nos adhérents, les MSP. Et j'ai milité assez longuement au niveau du conseil d'administration pour qu'on ait un chargé de mission qui soit dédié à la communication. Et comme je suis persévérante, nous avons la chance donc d'avoir Vincent, ici présent, qui a été embauché dans l'équipe salariée en 2021. Et nous avons même maintenant un vrai pôle communication, vu que Fanny, qui est alternante communication, a rejoint Vincent et l'épaule dans son travail. Et je suis donc tout naturellement référente communication au sein du CA APMSL. Et je me suis demandé par quoi commencer ce matin pour parler communication en maison de santé. C'est quoi pour vous le nerf de la guerre de la communication en maison de santé? Eh bien, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est le mail. Ce fameux mail auquel personne, ou alors presque personne, ne répond. Eh bien, moi aussi, j'étais comme vous. Personne ne répondait à mes mails. Et pourtant, je suis toujours là. J'ai survécu. Et pour savoir comment j'ai fait, je vous propose un petit retour en arrière. On va monter dans la DeLorean et c'est parti pour 2017. 2017, c'est l'année de mes débuts en tant que coordinatrice. Je suis en train de terminer la formation Pacte EHESP, ma maison de santé vient de signer l'ACI et je commence à vraiment incarner la posture de la coordinatrice dans ma maison de santé. Et très rapidement, en fait, j'ai l'intuition que mon rôle, ça va être de faire circuler les informations au sein de l'équipe. Et donc, pour ça, j'ai l'idée de créer un rendez-vous hebdomadaire. Je vais écrire une newsletter que je vais envoyer tous les lundis matin à l'équipe. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemblait. Donc ça, c'est le début. Et voilà la suite. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, maintenant, avec le recul, je trouve que c'est un petit peu rébarbatif. Et surtout, est-ce que vous, professionnels de santé, est-ce que vous, coordinateurs, ça vous donne envie de lire? Et surtout, est-ce que ça vous donne envie de répondre à ce mail? Parce que oui, ce mail pose deux questions. Il pose la question de est-ce que vous voulez voir votre agenda bloqué dans WEDA? Et il pose la question de est-ce que vous voulez assister aux ateliers prévention? Eh bien, je n'ai eu aucune réponse à ce mail. Aucune. Mais j'ai continué.
J'ai testé, j'ai expérimenté. Et j'ai eu une période où j'ai mis des émoticônes partout. Voilà. Bon, je pense que je me cherchais un petit peu. Heureusement, ça m'a passé après. Donc je continue, je teste, j'expérimente pendant des mois, pendant des années. Et pendant tout ce temps-là, j'ai l'impression que les professionnels de santé ne lisent pas mes mails et ne notent pas les informations correctement. Jusqu'en 2021. En 2021, exceptionnellement, un lundi midi, je n'ai pas envoyé la newsletters. Et là, plusieurs professionnels de santé viennent me voir sur le temps méridien pour me le dire et me le font remarquer. Et donc, je les questionne. Et en fait, en les questionnant, je me rends compte que les professionnels de santé, enfin, peut-être pas tous, en tout cas la plupart des professionnels de santé de l'équipe ont pris l'habitude de lire mon mail. Et ils en parlent entre le midi, et voire même ils commentent les actualités entre eux en mangeant. Et en fait, pour moi, à ce moment-là, c'est vraiment une première victoire. Et en fait, sans le savoir, j'ai mis en place une procédure. En 2022, je découvre Canva, ou Canva. Alors, il paraît que les jeunes disent Canva. Bon, j'ai toujours dit Canva. Vous en déduisez ce que vous voulez. Donc, en 2022, je découvre Canva. Et donc, avec cet outil, je vais faire mes premières armes sur la newsletters, que voici. Et très rapidement, je vais me perfectionner. Et je vais obtenir une newsletter dont maintenant je suis vraiment plutôt fière. Donc là, voici. Et en fait, une fois l'outil apprivoisé, le visuel il est structuré et les informations sont concises et claires. Et donc, en quelques mois, je vais passer l'ensemble des visuels de l'équipe sur Canva. Du bilan ACI, au trombinoscope, les livrets d'accueil, le projet de santé de l'équipe. Et en fait, Canva, ça va m'obliger à respecter une nouvelle règle. Une information, un carré égale une information. Et ça, c'est une règle que j'applique tout le temps. Ça m'oblige à limiter le nombre de mots par phrase, ça m'oblige à réduire le nombre de phrases, et ça diminue donc le nombre d'informations et donc l'infobésité. Cela clarifie, structure et harmonise mes pensées pour les rendre compréhensibles aux autres. Et cela est valable pour toutes les communications et tous les publics cibles, de la communication interne à la communication externe. Et pour vous donner un exemple, le bilan ACI, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un bilan que je vais rédiger quand, après avoir envoyé les pièces sur démarche simplifiée, les pièces justificatives, je vais rédiger un vrai bilan pour mettre en valeur toute la dynamique de l'équipe. Et ce bilan, je vais l'envoyer. Je vais l'envoyer en interne auprès des professionnels de santé et je vais aussi l'envoyer en externe auprès des partenaires, les partenaires institutionnels, l'ARS, la CEPAM, mais aussi tous les autres partenaires vers qui c'est utile de communiquer. Ça peut être les élus locaux, ça peut être le directeur de l'hôpital, ça peut être aussi le département, tous les partenaires vers qui on a travaillé dans l'année. Et en fait, le gros avantage, c'est vraiment le gain de temps. D'une année sur l'autre, je vais reprendre le bilan, la même trame, et je vais changer certains carrés et je vais changer certaines données chiffrées. Et en 2 à 3 heures, j'ai un bilan clair, concis, agréable à lire et facile à communiquer. Vous allez me dire, ça ne répond pas à la question de comment j'ai survécu à la non-réponse à mes mails. Eh bien, je vais vous le dire,
C'est assez simple. J'ai arrêté d'envoyer des mails qui attendent des réponses. Voilà. Et j'ai tout misé sur le lobbying. Et donc, pour moi, le lobbying, ça tient en 5 points. D'abord, le premier point, c'est de créer du lien humain, du lien interpersonnel. Et cela va nécessiter de bien connaître les personnes avec qui l'on travaille, de connaître leurs appétences, de connaître leurs envies, en fait, de partager autre chose que du professionnel avec ces personnes. Le deuxième point, c'est que je vais cibler les bonnes personnes. Quand j'ai une demande à faire, une information à faire passer, je vais m'adresser directement aux professionnels de santé à qui je veux faire passer cette demande. Et je vais même parfois aller leur payer un café au bar du coin pour que ce soit plus convivial. Le troisième point, c'est que j'adapte mon canal de communication. Pendant toutes ces années, j'ai essayé de m'imprégner des contraintes de travail de chaque profession. Parce que vous, infirmiers, qui êtes toujours sur la route, je vais vous appeler. Non, je ne vais pas envoyer de SMS, mais je vais vous appeler. Chez moi, les médecins, je vais tâcher de les croiser et de leur parler en face à face. Les pharmaciens, je vais aller à l'officine. Et puis, les kinés, vous avez trouvé ça bizarre, mais chez moi, le plus simple, c'est que j'organise une réunion. Et le quatrième point, il est plutôt d'ordre géographique. Au départ, dans ma maison de santé, j'avais un bureau de coordinatrice qui était assez excentré. Et donc, je ne voyais personne. Et en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que quand j'étais dans la salle de réunion qui jouxte la salle de pause, je voyais souvent les professionnels de santé. Et donc, j'ai déménagé mon bureau et j'ai emménagé dans un coin de la salle de réunion. Et donc, actuellement, j'ai mon bureau, mon imprimante et mon armoire qui ferme à clé pour le RGPD, important. Et donc ça me permet de croiser de façon informelle beaucoup de professionnels de santé qui travaillent dans le bâtiment principal, et c'est vraiment essentiel. Le cinquième point, qui est pour moi le plus important, c'est que je vais donner envie. Je vais communiquer mon enthousiasme pour le projet, et je vais faire en sorte que les professionnels de santé se sentent concernés. Et donc, en fait, la communication, c'est un mix entre des procédures et du lien humain. Excusez-moi. Et donc ça va m'amener à vous partager une révélation. En 2023, j'ai suivi le module communication, le module complémentaire de communication de la formation PACT EHESP. Et lors de cette formation, j'ai découvert qu'on pouvait caractériser son public cible. Qu'est-ce que ça veut dire caractériser son public cible ? En fait, le public cible, il peut avoir comme caractéristique d'être ignorant ou opposé, ou à l'inverse, il peut être engagé ou favorable. En fait, on ne va pas employer les mêmes modalités de communication ni les mêmes stratégies de communication en fonction de la caractéristique du public cible. Et je vais vous donner un exemple. Si on prend un groupe de patients qui n'a jamais entendu parler d'ETP, ça va être un public cible qui va être plutôt ignorant. A contrario, si on prend en exemple des professionnels de santé ou des coordinateurs qui se sont levés tôt, qui ont fait des dizaines de kilomètres pour venir assister à une journée sur la coordination, là, la caractéristique de ce public est plutôt d'être engagé et favorable. Et on ne va donc pas employer les mêmes stratégies de communication. Ça, pour moi,
ça a été hyper déculpabilisant de comprendre ça. Parce que ce que j'ai compris, c'est qu'en matière de communication, il faut du temps, beaucoup de temps. Et avant de vous laisser entre les mains de Vincent et de l'équipe salariée APMSL, je vais vous partager une dernière chose sur l'expérience de ce matin. Avant de monter sur scène, j'étais très stressée, j'avais très peur. Je vous ai dit, j'étais timide. J'avais le cœur qui battait à fond, mais j'ai osé. Et si j'ai fait cette intervention, c'est pour vous faire vivre une expérience, pour vous donner ce courage d'oser expérimenter et pour vous communiquer ma passion de la communication. Et j'espère que j'ai réussi à vous emmener et à vous communiquer cette passion. Et je compte donc sur vous, public favorable et engagé, pour devenir des ambassadeurs de la communication dans votre maison de santé.